Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Eh ben, bonjour Elisabeth. Ça va, comme je te disais, un peu embuée, mais ça va. Donc, chères auditrices, aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Isabelle Bacquenois pour notre podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Et Isabelle, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui illustre de façon magistrale ce que c'est que de se déprogrammer, de se déconditionner. Et c'est pour ça que je tenais à vous la présenter. C'est quelqu'un que j'ai connu dans une vie antérieure, on peut dire, il y a peut-être 7 ans au moins, facile. Je crois que c'était en 2017 quand on s'est croisés à Paris. C'est ça. Ouais. Et voilà, donc, et il y a des rencontres qui nous marquent et des gens on va dire, avec lesquels on est tout de suite en cohésion, en cohérence, en synergie. Et c'est la raison pour laquelle, ben, vous le savez, je choisis très précautionneusement mes invités, mais il fallait absolument que je vous présente Isabelle. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Donc Isabelle, je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques quel a été ton cheminement pour justement enlever toutes ces couches qui nous encombrent toutes. Bah écoute, d'abord merci, hein, Elisabeth, tu me flattes. Je suis toute rouge. C'est vraiment très gentil. Je suis contente d'être invitée à ce petit podcast. Et le sujet, en plus, comme tu l'as compris, ça me touche particulièrement puisque ça fait partie d'une bonne partie de ma vie, en tout cas, la vie récente. Enfin, bon, bref. Et que dire? Que dire? Comment j'en suis venue à me déprogrammer, comment j'ai compris à quel point c'était important. Déjà, comment j'ai compris que j'étais programmée. C'est ça. C'était déjà pas quelque chose d'évident. On nous a pas dit ça, hein. Et bien, c'était dans mes premières moitiés de vie, disons, on va dire jusqu'à la quarantaine, jusqu'à 40 ans en gros, où j'étais emportée par les tumultes des passions, par l'amour, par les échecs amoureux, tout un tas de choses comme ça, par la passion de mon métier aussi, puisque j'étais pilote d'avion. Et au cours de mille et une aventures, eh bien, je me rendais compte qu'en fait, je reproduisais toujours les mêmes scénarios, par exemple, hein, le même scénario amoureux qui en général se fracassait, même scénario, même au niveau professionnel. Et finalement, disons que dans ces situations, moi, j'avais toujours les mêmes attitudes. Je réagissais toujours de la même façon, que ce soit vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis d'un patron ou vis-à-vis d'un commandant de bord dans l'avion. Et au bout d'un moment, ça commençait à vraiment à m'interpeller. Je me voyais comme répéter toujours les mêmes choses. Je ne comprenais pas. Et puis en plus, depuis toujours, depuis que j'étais toute petite même, je me posais toujours un tas de questions. Mais comment est-ce qu'on fonctionne? Mais qu'est-ce que je fais là sur la Terre? Enfin, tu vois, des questions un peu existentielles. Évidemment, je n'avais pas de réponse. Et donc, eh bien, tout ça a fait que, arrivé à la quarantaine, des souffrances s'ajoutant à toutes ces expériences, je suis arrivée complètement épuisée, fracassée, en milieu de vie, en me disant, ça va pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et j'avais vraiment mal partout, en plus physiquement dans mon corps. Et à ce moment-là est arrivé le yoga. On dit que voilà, il n'y a pas de hasard et effectivement, c'est clair qu'il n'y avait pas de hasard. Et pourtant, c'est vraiment pas une rencontre que j'ai provoquée puisque j'avais
à peine entendu parler du yoga et puis surtout, j'y connaissais absolument rien et j'avais des idées sur le yoga qui étaient complètement erronées. Je voyais un sadhu tout nu sur une planche à clous, enfin, tu vois le genre. Ou alors des gens qui dormaient toute la journée en méditant, soi-disant. Enfin, bon, bref, j'étais complètement à l'ouest par rapport à ça. Et donc, par contre, eh bien, à peine j'ai commencé le yoga, j'ai été pour cela encouragée par une kiné, en fait. J'avais tellement mal partout, c'était très basique, hein, tellement mal au dos, tellement mal aux épaules, à la nuque et tout ça, que je pouvais même plus piloter. J'arrivais plus à tenir le Waouh! manche de la... Ah oui, ça devenait... Donc, ça affectait ma vie professionnelle. Donc là, alerte, donc, sonnerie rouge. Et, et donc, cette kinésithérapeute, qui était super gentille et sympathique, m'a conseillé d'essayer le yoga. Et moi, je dis non, 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 ça va pas, non. Non, non, le yoga, c'est pour les gens qui veulent pas bouger. Et puis, en fait, elle m'a convaincue. J'ai commencé et immédiatement, un univers s'est ouvert. Et en tout cas, pas immédiatement, mais j'ai senti tout de suite que derrière bien les quelques séances que j'avais déjà commencé à faire, eh bien, je mets un peu de lumière, ouais, c'est bon. Hmm. Eh bien, se cachait vraisemblablement un univers de pratiques, de connaissances, d'enseignements. En fait, tout ce à quoi j'aspirais depuis que j'étais petite. J'ai là, franchement, hein, rapidement, j'étais en Nouvelle-Calédonie à cette époque, et tout de suite, je me suis dit, ça y est, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui va répondre à mes questions, aux questions qui me taraudaient depuis que j'étais petite. Et ça a été effectivement le cas. Et alors, pour en revenir à ces histoires de programmation, reprogrammation, etc., euh, bon, j'ai commencé le yoga ici et là, j'arrêtais pas de voyager parce que je changeais sans arrêt de compagnie, etc. Et à un moment, je me suis retrouvée à Bruxelles et là, j'ai rencontré un prof de yoga extraordinaire qui a vite vu que j'étais complètement mal dans mon être et il m'a proposé ce qu'il a appelé du travail sur soi. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais je sentais bien que j'avais besoin de ça. Et bien sûr, j'ai dit oui. Et là, ça a commencé. Et là, il m'a appris, en fait, il m'a transmis disons, les enseignements du yoga. Il m'a appris comment je fonctionne et qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je ne suis pas. Et là, j'ai découvert que je ne suis pas toutes ces pensées auxquelles je m'identifiais jusqu'à présent, que je ne suis pas toutes ces émotions qui me ravageaient comme des tsunamis, que je ne suis pas, même pas ce corps physique, que je ne suis pas en fait tout ce que je pensais être. Et alors je lui dis, mais je sais, je suis quoi moi? Je suis quoi? Si je ne suis pas tout ce que je connais, ça. Et il m'a même pas répondu. La réponse est venue toute seule. La réponse est venue toute seule. Tu n'es pas tout cet environnement externe. Tu n'es pas cette enveloppe, disons, qui est destinée à l'incarnation. Tu es l'âme, je suis l'âme qui est là. Et en fait, l'âme elle-même, elle a répondu sincèrement. Hein, c'est pas, je ressentais tout ça. Ça se passait dans un petit immeuble, dans un vieil immeuble à Bruxelles, sous des mansardes. On était dans une petite salle très chaleureuse avec des bougies, des encens. C'était très intime comme salle. Et Alain, mon prof, était extrêmement bienveillant, il était très discret, il me laissait m'exprimer, chose qui m'était jamais arrivée en fait, de parler librement de mes états d'âme, par exemple, j'avais jamais fait ça. Et donc rapidement, eh bien, j'ai compris qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, j'avais fonctionné sur un espèce de conditionnement, sur une espèce de programmation, en fait, qui était imprimée dans le mental, dans l'ego, en fait, dans l'ego, ce véhicule incontournable dans lequel on s'incarne, et que, eh bien, ces conditionnements, en fait, n'avaient rien de créatif, ils n'avaient rien de moi, finalement. Ils étaient comme pré-programmés. Enfin, je ne sais pas bien si je m'exprime correctement, mais hum, Préétabli quelque part, quoi. Hmm. préétablis, voilà, préétablis. Alors, d'où est-ce qu'ils venaient?
c'est pas vraiment les choses qu'on a étudiées, mais ça, c'est des choses que j'ai comprises après. Je pense que pour beaucoup de ces programmations, pour beaucoup de cette programmation, on a des choses qui viennent de vie antérieure, si toutefois on accepte cette idée-là, en tout cas d'héritage qu'on appelle héritage karmique, hein, des choses qu'on transmet de vie en vie ou de génération en génération, des choses dont on hérite, donc auxquelles on peut rien. On a ça en nous et puis boum, voilà, c'est là. Et puis, il y a aussi les choses qu'on va fabriquer finalement une fois qu'on est né sur la planète et qu'on reçoit, qu'on est dans un environnement familial, sociétal, à l'école, etc. Et que là, en fait, c'est l'ego qui va être dans son rôle de protecteur, il est là quand même pour nous protéger, pour nous faire survivre dans ce monde. Et donc, face aux événements de la vie, eh bien, il agit comme il peut agir, avec les moyens qu'il a reçus, qu'on lui a donnés, qu'il a reçus de par la Constitution, hein, Hmm. Constitution ayurvédique, tu connais bien ça, et puis de par toutes ces choses. Et donc, en fonction des éléments qu'il a dans les mains, si on peut dire, il va réagir à ce qui lui arrive dans le seul but de me protéger, moi, enfin de se protéger lui, on va dire, mais de me protéger moi aussi par la même occasion. Et donc, et donc il va développer des sillons, des rails de fonctionnement qui vont lui permettre de vivre, en fait. C'est grâce à ces sillons que je vais survivre pendant un certain temps. Et enfin, c'est très schématique, hein, puis il n'y a certainement pas que ça, mais disons, en résumant, et puis, on arrive à 40 ans, finalement, on se rend compte, donc c'est de ce dont je commençais à me rendre compte, que ces fameux sillons, je les avais creusés depuis que j'étais Hmm. minusculement petite et que c'était toujours les mêmes que j'utilisais alors que j'avais 40 ans et que les événements avaient quand même un petit peu changé. En fait, pas tant que ça, parce que ce que j'ai compris après, c'est que euh, ces événements, eh bien, ils resteraient les mêmes, en tout cas, ils changeraient de couleur ou de pays ou de nom, mais les événements aussi continueraient à se manifester jusqu'à ce que moi, je me rende compte que, ah, je suis toujours dans le même sillon, mais bon sang, il faut que ça change. Hmm. Et donc, c'est un peu toutes ces prises de conscience qui me tombaient sur la tête à cette époque-là. C'était dans les années 2000, enfin l'année 2000 exactement d'ailleurs, en Belgique. Et donc, ce travail avec André a été extrêmement profond, euh, puisqu'on a mis à jour tout un tas de fonctionnements de ce style, des rails de colère, des personnages aussi qu'on a identifiés à l'intérieur du mental comme étant des caractéristiques, disons, de la personnalité. Et je me rappelle bien notamment du dragon de la colère que Alain m'avait fait dessiner. Il tenait 7 ou 8 pages et c'était encore pas assez. Et il avait des gros naseaux et il cachait le feu. C'était un truc épouvantable. Tellement j'avais de colère à l'intérieur de moi, il fallait Hmm. tout ça. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est de toute façon, il ne s'agit pas de faire la guerre contre ces personnages, il ne s'agit pas de faire la guerre contre ces fonctionnements, ni même d'essayer de les éradiquer. Non, on va faire ami avec eux. Hein, Ouais. je pense que tu es familière de ces histoires-là. On va faire ami avec eux, on va faire ami avec le mental. On va apprendre, déjà, tu apprends comment tu fonctionnes maintenant et tu vas faire ami avec tout ça. Et progressivement, en faisant ami, il y avait aussi la personne de Perfecta, parce qu'à l'époque, attention, moi, pilote de ligne, Bah, là, il vaut mieux, remarque, hein, parce que si tu bah craches le non, pas Boeing, forcément, pas forcément, mais je me croyais vraiment parfaite, quoi. Et la Perfecta, en moi, elle était forte, hein, elle était forte. Et je la voyais, le pire, même avant de commencer le yoga, je la voyais, mais je ne pouvais rien faire, je ne savais pas comment m'en débarrasser. Et en fait, donc, Alain m'a expliqué toutes ces choses-là et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de s'en débarrasser, il s'agissait de transformer. Un peu comme, j'aime beaucoup cette expression qu'on a beaucoup utilisée en yoga dans toute cette transformation, comme le compost du jardin. En fait, tous ces personnages qui sont, bon, ben, un peu
un peu brutes, hein, un peu brutes de fonderie, disons, qui sont pas vraiment raffinés, ils sortent pile du moule de l'ego et de ses réactions, eh bien, c'est un peu comme le compost qu'on va mettre dans le jardin. Et petit à petit, il va se transformer, il va se transformer. Et grâce à ce compost, eh bien, on va faire pousser des beaux légumes, de beaux arbres, des beaux fruits, etc., etc. Et en fait, c'est une transformation, c'est une alchimie, finalement. Il y a aussi une autre prof de yoga, Jaya, qui m'a dit à propos de ce perfectionnisme qui était vraiment terrible, hein. C'était cinglant parfois parce que je me voyais hein, dans ces états comme si j'étais la plus parfaite et tout. Et je voyais bien que je faisais du mal autour de moi, mais je n'arrivais pas à sortir de là. C'est terrible comment c'est puissant. Et en tout cas, elle m'a dit un jour, Isabelle, mettez votre perfectionnisme au service du lâcher-prise. Hmm, pas mal, oui. Pas mal. Et je peux te dire que cette phrase, tu vois, elle est encore là, elle est encore dans mon cœur, elle est partout. Elle est vraiment partout parce qu'elle m'a accompagnée. Alors tout de suite, évidemment, j'ai rien compris, c'est vrai. N'empêche, elle s'est mise là comme une graine et elle a fait son chemin parce que je me suis rendu compte euh, que non seulement Perfecta, le dragon de la colère et puis tous ces personnages, tous ces fonctionnements qui étaient à l'intérieur de moi, ben, il fallait pas les renier, il fallait pas être en colère contre eux, mais il fallait au contraire les transformer avec amour, avec bienveillance, en quelque chose qui serait justement au service. Au service de quoi? Au service de mon autre partie, là, qui est là et qui s'éveille, hier, en tout cas à cette époque-là, qui commençait à se réveiller, l'âme, qui m'a demandé de faire toutes ces choses-là, qui me guidait sans que j'en ai vraiment conscience et qui me demandait à vivre dehors, enfin, ouvertement. Et en fait, c'était ça, cette déprogrammation, euh, disons, apprivoiser mes fonctionnements, apprivoiser les personnages intérieurs et puis les mettre au service de l'âme, tout simplement. Et finalement, pour faire ça, eh bien, il fallait beaucoup de lâcher prise. Il fallait vraiment cultiver le lâcher prise. Et donc, la phrase de Jaya, bah, elle était toujours là, quoi. Elle est devenue mon sankalpa, elle est devenue mon, comment dire, ma petite phrase Ton positive, tu sais, mantra, qu'on oui. répète Hmm, voilà. comme un Et mantra, oui. ouais, je dirais pas le mot mantra, mais bon, c'est pas Oui. grave. En yoga, on dit sankalpa, quoi. C'est le vœu, le Hmm. souhait, quelque chose qu'on souhaite réaliser dans notre vie qui est important et donc qu'on répète et qui se réalise, qui se matérialise au final un jour. Et voilà, que dire encore? Donc Je sais ça veut pas. dire, si je peux me permettre, qu'il y a aussi beaucoup du coup d'acceptation par rapport justement à toutes ces sous-personnalités, je sais pas comment, toutes ces, voilà, perfecta, la colère qui Absolument, s'exprime et tout. absolument, Donc, de l'acceptation et de l'amour aussi, puisque le respect, je sais pas comment dire, mais un peu comme dans une communauté où on est, bon, on n'est pas schizophrène, hein, chères auditrices, mais vous aussi, vous mais êtes multiples comme nous deux. Et là-dedans, bah, il s'agit de reconnaître telle et telle partie qui, des fois, bah, nous tire vers le bas et de l'amener, comme tu le dis, bah, à utiliser sa compétence plutôt pour nous emmener vers le haut et puis, en exactement, tout cas, vers les objectifs les plus nobles, en tout cas ceux qu'on veut réellement atteindre et ceux pour créer la vie de ses rêves, comme j'aime à le dire, en tous les cas, aller sur sa route plus fluidement, etc. Donc, c'est laborieux, hein, ça prend des années, c'est de l'entraînement ça prend des quotidien. années. C'est Absolument. Absolument, absolument. Mais quand tu dis, je reviens juste oui, sur ton petit mot, on n'est pas schizophrène, je pense que si. Je pense qu'on est tous schizophrènes. Après, il y a des degrés. oui, Et puis tant mieux. Et puis, il faut l'accepter. On n'a pas une personnalité monochrome, hein. On est à 1000 facettes de personnalité. Mais bon, bref, c'est un détail. Euh, Quand tu disais, zut, il y avait aussi un autre truc que tu as dit juste avant par rapport à l'acceptation. mm, Justement, je pense que vraiment, l'acceptation, c'est la phase numéro 1. On peut rien faire
avant. On peut rien faire tant qu'on ne s'accepte pas comme on est. Aussi pourri, j'ai envie de dire, c'est horrible, hein, mais à l'époque, il faut voir, hein, à l'époque, je me haïssais, je me détestais, je ne me supportais pas tellement je me voyais nulle, moche et pas du tout. Bon, je vais pas tout dévoiler, mais des choses très dures qui m'étaient arrivées dans le passé. Euh, des souffrances que j'ai causées à des gens ou des choses des événements dans lesquels je me suis mal comportée entre guillemets. euh, J'aurais voulu aider par exemple des gens, enfin bon, je vais pas aller dans les choses trop privées, mais je pense que à cette époque-là, je me faisais un constat de moi-même extrêmement négatif. Hein, par exemple, j'étais femme seule, sans enfant, et ça avait été pour moi une énorme douleur, quelque chose d'épouvantable et très difficile à accepter. Et donc, je le voyais comme un constat d'échec, Hmm. comment dire, fini. Enfin, c'était pas Oui, possible de rédhibitoire, et ça ne changera pas. Hmm. exactement, exactement. Et puis plein d'autres choses. Dans mes relations avec les gens, j'étais épouvantable. Tout un tas de choses. J'avais un orgueil démesuré. Je me mettais en colère, mais pas comme une étincelle, ça partait en explosion. Et tout ça, et je n'y pouvais rien. C'est ça le truc. C'est que tant que je m'étais pas rendu compte de tout ça, ça allait. Mais là, depuis quelques années, je parle de mes avant 40 ans, disons, je commençais à me rendre compte de tout ça. Je commençais à me rendre compte que non seulement je me faisais du mal, mais en plus je faisais du mal autour de moi. Et donc, il y avait un conflit à l'intérieur de moi. Ça devenait violent à l'intérieur. Je me haïssais, je me détestais. Et je cherchais une porte de sortie, je ne trouvais pas. Et le yoga est arrivé qui m'a apporté plus qu'une porte, il m'a apporté tout un univers de connaissances et de pratiques pour justement, eh bien, m'accepter tel que je suis, parce que là aussi, c'est un point, je pense que ça vaut le coup de, de dire deux mots à ce sujet-là. Parce que dans mon entourage, j'ai pas mal de gens qui me parlent qui sont dans des crises ou dans des drames ou dans des choses comme ça et dont ils se rendent responsables parfois. Alors ils se sentent coupables, mais pourquoi je suis comme ça? Un peu comme moi à l'époque finalement. On se sent vite coupable hein, parce que ça aussi, c'est un rail de fonctionnement plutôt lourd et plutôt bien profond, bien tracé, hein, de se sentir coupable quand on n'a pas agi d'une façon convenable aux yeux d'une certaine forme de gens ou de société ou je ne sais trop quoi. Or, là, je vais faire appel à la philosophie du yoga, qui n'est pas exclusive au yoga. Hein. Le yoga, c'est quand même universel. Hein. Et on retrouve cette même philosophie dans le bouddhisme et dans le soufisme ou dans d'autres philosophies. C'est l'histoire des karmas. Je pense que ça ne va pas t'étonner, hein, Elisabeth. C'est-à-dire, l'histoire des karmas nous dit que, enfin, disons, la loi du karma, plus exactement, j'ai essayé d'être plus claire. T'inquiète, on La, suit. hein, ça va? On suit, ça Oui, va. bon, ça va. La loi du karma, qu'on appelle en français loi de cause à effet, nous dit que, dans un premier temps, si je suis comme ce que je suis aujourd'hui, c'est l'effet de cause qui remonte au passé. Le passé qui peut être hier, peut-être ce matin, mais qui peut être il y a 50 ans ou bien il y a 3000 ans, parce que dans la loi du karma, dans la loi de cause à effet, bien évidemment, on tient compte de différentes incarnations, etc. Donc, je répète, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est finalement le résultat, l'effet de causes antérieures. Or, ces causes antérieures, dans l'état où je suis maintenant, qu'est-ce que j'y peux? Est-ce que j'ai une once de possibilité d'intervenir sur ce qui s'est passé dans ma vie il y a même hier? C'est pas possible. A fortiori, il y a 50 ans ou il y a 2000 ans. Donc, dans cette vision-là, moi, quand j'ai appris ça,
je me suis dit, ah, mais oui, mais en fait, si je suis comme ça, aussi moche et aussi folle et aussi je ne sais trop quoi, ben en fait, j'y peux rien, quoi. Je n'y peux rien. Je suis venue au monde avec des outils ben, qui sont ce qui sont, voilà, j'ai reçu une éducation qui est ce qu'elle est, mais je n'y suis pour rien. Donc, je pense que quand on a conscience de ça, en tout cas, ça a été mon cas, quand j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de cette loi, ben, il n'y a plus de culpabilité. Mm. Il y a juste plus de culpabilité. Et du reste, tous les enseignements spirituels, le bouddhisme y compris, disent que que la culpabilité n'a pas lieu d'être. Mm. La culpabilité n'existe pas dans la nature. Mm. La culpabilité, c'est un poison créé par les humains. C'est clair. Donc, ouais, hein, et plus on arrive tôt à se débarrasser de ce fonctionnement qui est vraiment empoisonné, et ben mieux c'est. Et donc, pour moi, la loi du karma fait disparaître la culpabilité. Après, il n'empêche que si on a agi d'une façon qui ne nous plaît pas dans un passé relativement récent, Mm. libre à nous de corriger, de réparer, Mm. de demander pardon, de dire ah bah écoute là j'ai vraiment fait n'importe quoi, peut-être que je peux réparer, etc. Si c'est possible. Mm. Et puis si c'est pas possible, on se pardonne à soi. On s'accepte. Je suis imparfaite. Mm. J'ai fait ce que j'ai pu et bah, c'était pas terrible, mais voilà. Et juste pour terminer avec cette loi du karma, ça c'était le premier volet, disons, le fait que je suis au présent finalement le résultat du passé. Là où ça devient porteur de gros espoirs, c'est que le deuxième volet nous dit, hein, tu le sais bien, que ce que je fais maintenant, et quand je dis je fais, je pense, ce que je pense consciemment, inconsciemment, et mes actions d'aujourd'hui vont avoir des effets dans le futur. Et donc voilà la clé en fait pour se transformer, pour réparer des choses qu'on n'a peut-être pas faites à notre goût dans le passé et qu'on va pouvoir réparer. Et réellement, c'est ce qui se passe. Au présent, quand on agit consciemment, quand on agit sans être vraiment attaché au résultat, mais en conscience, eh ben, on se rend compte qu'une transformation prend place. Et là, bah, c'est le début d'être sauvé. Exactement. Comment le dire, mais C'est le titre de ton commence livre. On se rapproche du titre de ton livre de par cette carrément, oui. méthode. C'est beau. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est vraiment ça. Je me sentais empêtrée dans des fonctionnements épouvantables sans savoir comment en sortir. Et puis, au fil des années, grâce à un guidage approprié, grâce aussi aux maîtres spirituels que j'ai rencontrés, faut le dire aussi, en Inde, etc., eh bien, il y a eu cette transformation qui a pris place et j'ai été sauvée, vraiment sauvée, au sens où sauvée de cette ignorance et de cet enfermement, de cet emprisonnement dans lequel j'étais. Et j'ai même envie de dire sauvée physiquement, parce que bien des fois, dans ces errances dramatiques, j'ai voulu arrêter de vivre. Donc, je l'ai jamais fait. Je pense que j'avais pas assez de courage pour ça. Mais puis probablement qu'il y avait une étincelle de vie C'est ça. trop forte là, un instinct de survie trop fort pour arrêter. N'empêche que, et puis il y a eu des maladies, il y a eu tout un tas de trucs. Bon, bah, c'est le yoga qui m'a permis de traverser tout un tas de choses et puis d'être là aujourd'hui en sourire et avec toi, Elisabeth. Et du coup, alors merci déjà pour tout ce partage, mais du coup, de pilote, qu'est-ce qu'est devenu le pilote? Euh, dans ton quotidien, du Pilote. coup, quelles sont les grosses transformations? Alors, il y a eu beaucoup, il y a eu plein de choses sûrement, mais peut-être les trois grosses révolutions, entre guillemets, en plus de cet état intérieur qui a complètement changé. Mais dans l'extérieur, qu'est-ce qui s'est manifesté? Du coup,
comme tu as créé ton futur en te transformant intérieurement, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Eh ben, c'est marrant que tu dises trois parce que oui, il y a trois gros trucs. Ça tombe pas mal. Écoute, un premier, on va dire que je pense que le premier, ça sera l'aspect professionnel parce que tu parles de pilote, ça, justement. Et euh, bon, j'ai volé pendant une vingtaine d'années et je me rendais compte que là aussi, je répétais toujours les mêmes scénarios. Je changeais de compagnie, je changeais de pays, mais les mêmes scénarios se répétaient. Et j'avais toujours les mêmes interactions difficiles avec certains capitaines, toujours les mêmes engueulades, etc., etc. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que l'aviation finalement me rendait malade aussi parce que voler sans arrêt, changer de pays sans arrêt, sans avoir aucun ancrage, aucun enracinement, sans avoir même d'amis, puisque finalement je déménageais tout le temps, eh bien, je me suis sentie partir dans une sphère en orbite, hein, loin, loin, loin. Non, mais c'est vrai. Tu vas me comprendre quand je te parlerai d'explosion de Vata et de Pitta, hein, les composantes ayurvédiques de l'air et du feu, parce que bah, le métier de pilote, c'est quand même voler, donc on est Oui, tout le temps dans l'air. Et c'est aussi très fort dans le feu, puisque c'est toujours des challenges, hein, passer des licences d'aviation. Puis bon, ce métier, il est quand même pas très simple, hein, il faut quand même étudier, étudier, étudier. J'ai passé finalement toutes ces années à bosser, à être le nez dans mes bouquins. Et puis, en tant que femme, il fallait toujours se oui, surpasser pour être plus forte que les hommes, etc., etc. Bref. Et donc, tout ça a fait que le Vata et le Pitta en sont venus à une telle dose qu'ils ont explosé. Et vraiment, ils ont explosé. Un jour, j'étais à Chypre et je n'en pouvais plus. Je me sentais devenir folle, réellement. Je me sentais perdre la raison. Ça m'a fait vraiment très, très bizarre parce il y avait encore l'état de témoin en moi qui pouvait voir, qui pouvait observer. Et je voyais bien que mon cerveau, il fonctionnait plus. Là, il y avait des trucs vraiment. J'étais terrorisée pour un rien. Parano, Vata, quoi. Vata, oui, puissance 10 000. Et j'ai appelé en urgence un swami, donc un yogi, qui était aussi docteur en Ayurveda. Et lui, il m'a tout de suite expliqué, c'est lui qui m'a expliqué tout ça. À cette époque-là, je ne savais pas tout ça. C'est lui qui m'a expliqué tout ça. Ça s'est mis clair tout de suite. Et, euh, et donc, il m'a donné bah, des pratiques, des pratiques. Et en premier lieu, bah, des pratiques d'alimentation, par exemple, changer d'alimentation, faire des pratiques de yoga calmantes qui m'enracineraient, qui me redescendraient sur terre. Et puis, bah, fallait changer de mode de vie. Ça devenait urgentissime. Et donc, bah, quelques années, enfin, quelques mois après, en fait, euh, une décision est arrivée. Alors, une décision, je sais pas exactement qui l'a prise, hein. Je crois pas que j'ai pris grand-chose comme décision dans ma vie, mais bon, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, entre-temps, j'avais découvert la Turquie, j'avais découvert le soufisme, Mevlana, Rumi, et ce pays m'a attirée comme un aimant. Et ça tombait très bien parce que la Turquie, c'est un pays de terre. Jusqu'à présent, je n'avais vécu que sur des îles, imagine un peu. Chypre, la Réunion, la Calédonie, des îles incendiées par le feu, par le soleil, et des îles ouvertes à tous les vents, donc avec Vatapita qui montait et qui montait. Et là, enfin, un pays de terre et un pays où la fraternité, la convivialité est au quotidien, elle est vécue au quotidien par les Turcs. Je ne sais pas si tu connais le peuple non, turc, mais c'est du tout. fabuleux. Et écoute, quand tu arrives en Turquie, les gens t'appellent sœur ou tante. Ils t'appellent pas une personne. Il t'appelle pas une étrangère, il t'appelle Abla. Hé Abla, comment tu vas? C'est ma sœur. Sœur, Oui, comment tu vas? Comme en Inde, hein, les gens, ils t'appellent tante ou sœur en Inde ou en Afrique en aussi. Afrique, oui. Hmm. Ouais, beaucoup. Les Turcs, comme tous ces pays, comme dans tous ces pays, ils ont la conscience qu'on est tous des frères, réellement, qu'on est tous reliés au niveau subtil.
Et donc, c'était exactement ce dont j'avais le plus besoin. J'avais besoin de terre, j'avais besoin de convivialité, de fraternité. Et donc, boum, je suis allée en Turquie. Et là, j'ai continué mon métier de pilote parce que je ne savais faire que ça. On était en 2007. En tout cas, je croyais que je ne savais faire que ça. Et, euh, et j'ai continué à voler tout en essayant de m'enraciner. Mais les désordres dans mon corps, et continuait, c'est-à-dire que le peu de bien que je me faisais en cultivant des plantes, en ayant des animaux, enfin en essayant de me stabiliser, le peu de bien que je faisais comme ça se volatilisait dès les premiers vols. En plus, on volait beaucoup de nuit, on avait des horaires épouvantables qui te fracassent la tête dans tous les sens, plusieurs vols de nuit de suite, c'est juste c'est de la torture, c'est vraiment de la torture. Tu passes des nuits à avoir les yeux, Ouh, tu sais rien regarder, wow. on dort le jour, on sait pas quel jour on est, on croit qu'on est encore dans le cockpit, t'es dans un lit, tu sais plus quoi, t'es Hmm. complètement dévarié. Et donc tout ça faisait que des douleurs à l'intérieur de moi se, ne faisaient qu'augmenter en fait. Ça ne calmait pas ma santé. Et je voyais bien qu'il fallait que j'arrête l'aviation, mais je n'y arrivais pas. C'était fort accroché, c'était très, très accroché. Et en fait, ça a pris des mois. Ça a pris des mois. Je ne vais pas te raconter tout ça, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais il a fallu un guidage. Il a fallu que je demande, que je demande, que je demande au guide, aux aides, aux maîtres, un guidage, de l'aide et beaucoup d'écoute aussi, parce que depuis tout ce temps-là que je me déprogrammais, reprogrammais, déprogrammais, reprogrammais, etc., je commençais à être beaucoup plus sensible au message de l'âme, à quoi faire ou en tout cas, des messages qui sont la plupart du temps silencieux, hein, quand je dis messages, Oui, mais guidage subtil, disons. Et en l'occurrence, il y a eu des messages carrément visuels. Et un des messages visuels a été justement, pendant une nuit d'orage, il faut créer un lieu pour nature. Alors que j'étais encore pilote, mais j'étais en pleine tourmente parce que je savais que je devais arrêter l'aviation, mais je n'y arrivais pas. J'étais point et pied, pied et oui, point. oui, c'est ça. Ah, C'est- voilà un conditionnement. Tiens, point et Hmm. pied, ça va bien aussi. Enfin bref, lié, lié, je n'arrivais pas. Et finalement, c'est la vie qui m'a arrachée à l'aviation par un événement un peu boum, un peu brutal. Et l'aviation s'est arrêtée. Et en fait, là, euh, tu vois, tu me demandais quelles sont les choses qui ont changé durant ces reprogrammations, etc. Et ben, je pense que c'est aller plus loin que de la simple reprogrammation, parce que là, c'est aller jusqu'à l'abandon d'un karma. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hmm. Maintenant, on peut l'expliquer de différentes façons. Et là, moi, ce que je vois, c'est que l'aviation s'est décrochée de moi à cette époque-là. Et pour moi, enfin, je le vois plus comme un karma. Alors, je pense que les karmas nous programment aussi, hein, donc ça se rejoint tout ça. Puis après, bon, je vais pas aller dans des détails que je maîtrise pas, mais en tout cas, ce que j'ai vu, parce que je l'ai réellement senti pendant une nuit de désespoir où je voyais bien qu'il fallait que j'arrête l'aviation, mais je me voyais accrochée à ce métier parce que j'adorais, faut reconnaître, hein, j'adorais piloter malgré les conditions dans lesquelles j'étais dans cette compagnie épouvantable. Mais j'adorais piloter. Et puis, je ne savais rien faire d'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je vais plus avoir d'argent. L'argent, c'était important aussi. J'étais en Turquie, j'étais étrangère et je voulais rester en Turquie. Si j'avais pas de boulot, si j'avais pas de permis de séjour et tout ça, qu'est-ce que j'allais faire? Donc, c'était une panique, mais effroyable. Et donc, j'ai demandé un guidage. Et au fil des mois, ce guidage m'a amené à lâcher l'aviation. Et là, alors, comme ça a été un peu violent par rapport à la compagnie où j'étais, en fait, pour tout dire, ils m'ont viré d'une façon totalement illégale et injuste. Encore des choses qui se répétaient, ça aussi. Mais donc, sur le coup, si tu veux, j'ai été tellement choquée. Enfin,
Ouais, bon, allez, je ne vais pas aller dans tous les détails. En plus, je raconte tout ça dans mon bouquin et c'est vachement passionnant. Non, c'est vrai, même Bah oui. je me surprends à le relire des fois. Je me dis, oh, mais j'ai vécu ça, moi. Et parce que, en fait, oui, pendant l'événement pendant lequel ça s'est passé, ce clash, disons, en fait, il y a eu un accident, quoi, un incident en décollage. Le décollage, j'ai voulu l'arrêter. Bref, il y a eu un gros clash sur la piste et la compagnie en a profité pour me virer alors qu'en fait, j'avais sauvé l'avion. Donc, Oui, autant pendant le décollage, j'ai vraiment vu clairement ce que je faisais, que ce que je faisais était juste, que ce que je demandais était juste, parce qu'on était en danger. On allait décoller. J'avais un capitaine à côté de moi qui était à moitié barjot, vraiment. Il avait oublié plein de trucs. Enfin, non, mais sincèrement, ça a été terrible. Et donc, je demandais arrêt décollage. Et l'autre, il voulait pas, il voulait pas. Enfin, bref, une guerre hein, dans le cockpit pendant le décollage. Ça a duré quelques secondes. C'était très, très vite. Mais moi, j'ai vu, il y a un moment donné, il y a eu une vision hors du corps. Je nous ai vus là, tous les deux, en train de nous bagarrer dans le cockpit. Et je savais que c'était juste ce que je faisais. Et finalement, le capitaine a arrêté l'avion. On n'est pas sorti de piste, heureusement. Il n'y a pas eu de dégâts. Mais au bout du compte, après des entretiens avec les chefs et tout ça, eh ben, c'est moi qu'ils ont viré, évidemment, puisqu'ils ne pouvaient pas virer le capitaine. Et donc, là, je suis retombée dans mes lourds baskets d'ego en me disant, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon métier, j'étais la plus mauvaise pilote de tout, parce que fallait voir, ils m'incendiaient tous. J'avais fait la pire connerie de tout l'univers, quoi. J'étais la pire pilote du monde entier. Et donc, ben, boum, oh, là, j'étais lourde de détresse. Et ça n'a pas duré parce que aussi au milieu de ma tête, il y avait une flamme, vraiment, hein, il y avait une lumière qui brillait et qui me disait, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Et moi, je la regardais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je lui disais, ben oui, ben si tu le dis, hein, c'est que tout est bien, mais alors vraiment, j'en ai gros sur la patate. Je te jure, hein, j'étais dans les toilettes, là, j'étais comme ça. Mais il y avait cette lumière qui me disait tout est bien, tout est bien, tout est bien. Ok. Et en fait, c'est arrivé à la maison, je me suis calmée, j'ai un peu joué avec les chats et tout ça, et je me suis allongée pour faire une relaxation. Et au bout de la relaxation, c'était une relaxation guidée, enfin une méditation, disons. Et au bout de je me suis endormie, carrément, je me suis endormie. Et à la fin, quand j'entends la fin, boum, à nouveau un message qui s'affiche sur mes yeux, devant mes yeux. Tu n'as pas fait de faute, tu t'es libéré. Ah, et d'un coup, ça se mettait clair, toutes les choses se remboîtaient en fait. Et j'ai compris à ce moment-là que ce guidage dans le crash, pseudo-crash de l'avion, disons, c'était pas un crash, hein, mais non, non. même un gros incident, eh bien, il était là pour ça. Ça m'a permis, ça a magnétisé l'événement qui enfin m'a décroché de l'aviation. C'était dur, hein? Il en fallait pour m'arracher à ce métier, mais là, ça y est, j'étais libérée. Et je te jure, si je suis sortie des bureaux quelques heures auparavant avec des pieds lourds, comme remplis de boue et tout ça, après la relaxation, j'avais l'impression de pouvoir voler tellement j'étais légère. Et ça pour moi, c'est des karmas qui sont brûlés. C'est des karmas, des rails de conditionnement, des fonctionnements qui ont disparu. Donc, l'aviation a disparu de ma vie comme ça. Et, euh, et ça n'est jamais revenu. Parce que c'est curieux, j'ai pas mal d'amis pilotes, évidemment, et puis même d'amis pas pilotes, qui me disent, depuis que j'ai arrêté, mais ça ne te manque pas. Et c'est vraiment la dernière question que je me serais posée. Ça ne m'a jamais manqué. À partir de ce moment-là, à partir de ce moment où j'ai eu ce message, tu n'as pas fait de faute, tu t'es libéré, mais évidemment, et c'était fini. C'était Oui. derrière, c'était passé, et je pouvais enfin passer à autre chose. Et l'autre chose, c'était ce fameux
lieu pour nature. J'avais reçu un message quelques mois auparavant, il faut créer un lieu pour nature. Et donc, je me suis lancée à fond là-dedans. Voilà, donc ça, c'était pour une chose. Une autre chose, je continue ou... Bien sûr, vas-y, avec joie. Une autre chose, ça a été les amours. Oh, là, c'est Ah déjà plus ah! délicat. Les filles, écoutez, peut-être être croustillant, moi je sais pas les amours. Bon, je vais peut-être pas aller dans tous les détails, mais juste, ça va être moins long que l'aviation. Pour dire que, en deux mots, j'essaie de résumer. Euh, dans ma jeunesse, disons, il y a eu une histoire d'amour très forte qui pour moi était l'amour de ma vie. Et comme j'étais programmée comme cela, eh bien, je voyais cet amour durer toute ma vie, évidemment. Comme voilà, les princes charmants, les princesses, etc. Je me voyais dans ce film. Et sauf que à la trentaine, arrivé autour des 30 ans, eh bien, drame, crack, machin, truc, bidule, explosion du couple, et ça s'arrête. Et moi, j'ai l'impression à ce moment-là que la Terre s'arrête de tourner, je voudrais sauter, je voudrais partir dans l'espace, je voudrais me volatiliser. Je suis dans une souffrance épouvantable parce qu'évidemment, je ne savais pas que l'amour pouvait s'arrêter, que toutes ces choses pouvaient s'arrêter. Je ne connaissais pas la philosophie des bouddhistes qui disent que tout est impermanence, par exemple. Et toutes ces choses-là, je ne connaissais rien. Donc, j'étais le nez dans une souffrance innommable. Et en fait, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Au bout de plusieurs années de séparation, parce que la séparation a duré déjà 3 ans, donc ça a été très lourd. Mais au bout d'un certain temps, eh bien, j'ai décidé de partir. En fait, j'ai fait ce que je pouvais faire, comme on parlait tout à l'heure de cet ego programmé et conditionné avec des outils qu'il a à disposition à sa naissance, disons, ou alors qu'il élabore au fil de son éducation. Eh bien, qu'est-ce que j'avais dans mes mains? J'avais un caractère Pitta fort challenge et un caractère Vata qui aspirait aux découvertes de toute la planète. Et j'avais ce métier d'aviation que je venais de commencer dans les mains. Et donc, ni une ni deux, j'ai pris mes sacs et je suis partie. Et à partir de là, j'ai vécu à l'étranger la plupart du temps, enfin, même si c'était dans des dom-toms, mais en tout cas pas en France, ce pays de souffrance où je ne pouvais plus mettre les pieds. Et donc, en fait, pendant des années et des années, j'ai été, je pense, mue par par ce feu réactif aux souffrances, en, en pensant que de cette façon-là, j'allais guérir, bien sûr. Et donc, je m'enivrais de tout un tas d'aventures et également d'aventures amoureuses, bien sûr, parce qu'il fallait bien quand même guérir. Et puis, et puis, je ne désespérais pas de trouver un autre amoureux quand même. Sauf que, voilà, au bout de plusieurs, je crois, au bout de 30, 40, oui, c'est ça. La séparation a eu lieu autour de mes 30 ans. En fait, j'ai passé une dizaine d'années comme ça à tourner autour de la planète en volant et à être amoureuse ici, à me cracher dans des souffrances abominables, à être de nouveau amoureuse là-bas et à me cracher à nouveau, et ainsi de suite. Et en fait, là aussi, je répétais le même scénario. Et pareil, approchant les 40 ans, bon sang, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les hommes que je rencontre sont toujours pas libres? Ou pourquoi est-ce que ça se crache au bout de ceci, cela? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans les mêmes scénarios amoureux? Eh bien, là aussi, on va pas répéter ce qu'on a dit, mais c'est le travail sur soi, enfin mon travail sur soi, disons, qui a mis à jour tout un tas de réactivités. Et en fait, si je magnétisais ou si je me laissais attirer par des hommes pas libres, disons, mariés, quoi, pour tout dire, ou qui ne voulaient pas s'engager, c'est ce qui est pareil finalement,
Eh bien, c'est en fait que moi, je ne voulais pas m'engager, tout simplement. Ça, quand j'ai découvert ça, je dis, ouh, c'est pas vrai. Et pourquoi est-ce que je ne voulais pas m'engager? Hein? Tiens, tiens. Et l'autre là-bas, le prince de la jeunesse d'il y a longtemps. Quoi? Je suis encore amoureuse de lui, mais c'est pas possible, je suis guérie. Eh ben non. En fait, j'ai découvert 10 ans après, je te jure, vraiment des expériences de toutes sortes de partout, que ben non, j'étais toujours pas libérée de de ce premier amour. Et donc, là aussi, eh bien, avec Alain, on a travaillé là-dessus, on a fait ce qu'on appelle une technique de coupure de liens subtils, tu as dû entendre parler de ça probablement, et extrêmement douloureuse, mais extrêmement puissante. Et en fait, petit à petit, alors, ça n'a pas agi tout de suite, hein, loin de là. Il a fallu encore une bonne dizaine d'années pour que les graines mûrissent et que, au cours de nouvelles confrontations, parce que c'est ça aussi qu'il faut mentionner, je pense, que ce soit dans les histoires de programmation amoureuse ou dans n'importe quelle programmation, quand on, quand on, quand on émet ce désir de changement, donc on est programmé selon un rail, par exemple, on s'en rend compte, on dit je veux changer, petit à petit on travaille là-dessus, on travaille là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, en tout cas, c'est ce qu'on a fait avec Alain, on a d'abord euh, travaillé sur cultiver l'état de témoin, prendre du recul par rapport à ça. Hein, tu connais bien ça aussi, prendre du recul. Alors ça se fait grâce à des méditations, toutes les pratiques de yoga nous permettent de prendre du recul pour voir en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi sans être trop affecté, en tout cas en étant moins affecté. Et donc, je vois le rail de fonctionnement qui m'emmène, qui m'emmène, qui m'emmène. Et au bout d'un certain temps, je vois aussi que ce rail de fonctionnement, finalement, comme je l'étudie et comme je suis en train de vouloir le changer, je me rends compte, et ça c'est assez hallucinant, que la vie concocte des situations, comme si elle pensait qu'à moi, elle concocte des situations qui précisément vont me mettre dans la situation propice, déclenchante de ce rail. C'est clair ce que je dis? Oui, oui, tout à Ouais. fait. Oui, oui, Et les donc, situations pendant, vont venir conforter que ce rail, il a sa raison d'être quelque part. eh ben, en tout cas, elles vont venir, pas vraiment conforter, mais Oui, elles vont venir confronter, j'ai envie de dire. La situation vient là, et pour voir si moi, tu es capable de changer de rail plutôt. Plutôt voilà, que ça. Mm. exactement. Moi, dans mon ancien rail, je vois bien que cette situation, parce que j'ai commencé un peu ce travail, hein, je commence à avoir un peu les yeux qui s'ouvrent, hein, l'œil intérieur en tout cas, je vois bien que cette situation, aïe, 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 elle va me précipiter dans l'ancien rail que justement j'essaye de modifier. Et pendant un certain temps, c'est là où il faut des années en fait, eh bien je vais plonger encore dans l'ancien rail. Ça, faut bien le dire. Hein, la déprogrammation, c'est pas instantané, loin de là. Mais au moins, je vois. Et ça, c'est le progrès. C'est les petits pas, en fait, qu'on fait. Je vois que, ah, la situation, oh là là, je la connais, ça y est, ça se déclenche en moi, je vois le truc et boum, je pars dans l'ancien rail. Et c'est OK. Tant pis, je me suis fait avoir, je sais qu'il va y avoir une autre situation et ça ne tarde pas, 2 jours après, un mois après, peu importe. Boum, une autre situation. Ouh là là, je le vois, parce que je suis bien habituée là. Je le vois, je sais qu'il y a mon ancien rail qui commence à se réveiller, mais là, ça y est, je peux me calmer, je peux respirer, je prends du recul et je dis non, on va pas réagir comme ça, on va faire autrement. Et là, je commence à imprimer le nouveau fonctionnement et il en faudra encore et encore et encore et encore des mises en situation comme ça. Et comme par hasard, ce qui est vraiment fabuleux, c'est que la vie nous offre exactement les situations dont on a besoin pour justement changer de rail. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On a vraiment la sensation d'être un petit enfant guidé, téléguidé, justement pour avancer, pour grandir, pour s'améliorer, pour essayer. On est aidé, en fait. On est vraiment aidé dans dans ce travail-là.
Et donc, et ben, oui, on en était à la situation amoureuse. Oui. Faudra bien arriver à la fin. J'espérais avoir fait une diversion, mais Bon, après, bah, tout ça pour tu restes dans ce que tu as envie de partager, hein. oui, non, non, mais quand Je te même, mets aucune pression là-dessus, hein. non, bah, je vois bien en plus, hein, tout à fait, et je te remercie. Mais je pense que c'est intéressant de dire que, euh, alors, 30 ans, c'était la séparation, 40 ans, prise de conscience qu'en fait, j'étais toujours accrochée. Donc, travail, travail, travail de déprogrammation, d'études de soi, de machin, de matin, là. Et reconfrontation, parce que mine de rien, oh, il y avait des confrontations, etc. Reconfrontation où là, je vois mes fonctionnements, mais je suis dans la situation dont on vient de parler, je vois mes fonctionnements, mais je n'arrive pas encore à sortir, bien que je me sois préparée à sortir, mais j'y arrive pas une fois, deux fois, trois fois, et ça, c'est étalé sur plusieurs années. Et un jour, eh bien, je vois vraiment la situation se faire. Alors, j'ai aussi, comme pour l'aviation, hein, je pense que dans ces choses-là, en tout cas, bon, chacun fait comme il sent, mais moi, j'ai vraiment besoin d'aide. Et c'est dans les moments les plus désespérés où je n'arrive pas, moi, toute seule, à me dépêtrer de ces enchaînements, de ces chaînes, en fait, parce que le karma, c'est une chaîne, hein, et ces fonctionnements, ce sont des chaînes qui nous enchaînent. Et moi, toute seule, je n'arrive pas à m'en dépêtrer et je suis même pas sûre qu'on puisse y arriver tout seul, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je demande, je pleure, je demande, j'appelle l'univers, les maîtres, j'appelle les gens qui m'aident et qui me guident, dont je sens vraiment la présence. Et, eh bien, la première fois, ça devait être en 2015, un truc comme ça, pour dire à peu près une période. Et on me dit, ça y est, tu es libérée. Et moi, je n'ai pas pu accepter cette libération. C'était encore trop tôt. Incroyable, hein, incroyable, hein. J'ai plongé dans un abîme de terreur et je ne pouvais pas. Pourtant, ça faisait des années que on était séparés quand même, hein. Enfin, je veux dire, chacun avait sa vie. J'étais loin de, de, de plein de choses, mais l'idée même d'être séparée à jamais m'a plongée dans un abîme de d'épouvante. Et donc, bon, ok. L'année suivante, exactement les mêmes événements se reproduisent. La même situation fait que je me retrouve confrontée à l'amoureux en question. Je me revois exactement dans la même attitude, sans vraiment pouvoir changer de mes rails, malgré ma volonté, malgré tout ce travail. Je me dis, mais bon sang, ça faisait presque 20 ans que j'étais là-dedans, dans ce travail. Et ben, j'étais toujours aussi empêtrée, disons. Mais là, il s'est passé quelque chose. J'ai à nouveau demandé, à nouveau imploré, à nouveau demandé, mais cette fois, il y avait comme une conviction que j'étais prête. Et là, effectivement, le truc s'est fait. Et là, je ne sais pas comment dire, c'est, c'est, c'est tout à fait subtil je pense que ce sont des liens qui ont été coupés à des niveaux très, très subtils. C'est pas moi qui maîtrise ça, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai demandé, 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 imploré, quelque chose s'est fait que j'ai senti parce que je me suis sentie différente. Comme quand l'aviation s'est détachée. Quand l'aviation s'est détachée, j'ai eu l'impression que je pouvais sauter au plafond, que je pouvais danser, sauter dans tous les sens. Et bien là, pareil. Autant l'année précédente, je tombais dans un abîme de terreur à l'idée de me retrouver seule définitivement dans l'univers. Et bien là, c'était le contraire. Enfin, j'étais libérée de cette chaîne, de ce truc que je traînais un peu comme un boulet. Et enfin, je pouvais m'épanouir, me développer en tant que femme, moi, femme. Voilà. Et ouais, chouette, c'est beau. Ouais, c'était long, mais c'est pour dire, c'est pas des trucs instantanés, quoi. C'est un long travail. Ouais. Non, et C'est un puis long même le travail. fait de dire effectivement, et à un moment, on te dit quelque part que tu es libéré de ton ancien amour et que finalement, toi, tu l'acceptes pas ou en tout cas, tu ne le ressens pas suffisamment profondément pour en être assez convaincu et C'est changer de fou, rail. hein?
Oui, oui. Ouais, On est ouais. très, il y a de la résistance en nous, c'est clair. Un Oh, bah, attachement, bien je ne sais sûr, pas comment bien l'expliquer, mais attachement, oui. c'est ça, c'est l'attachement. L'ego, en fait, est très, très, très attaché. C'est ça qui fait qu'on est prisonnier de tous ces fonctionnements. C'est la sécurité de l'ego dans tout ça, quoi. Et voilà. Mais en tout cas, quelle libération, quelle joie, quelle liesse. Oui, oui, des fois la vie est surprenante aussi parce que justement, comme tu dis, elle te met face à des situations qui sont vraiment là pour t'aider à t'en sortir Mais le fait aussi, Mm, comme tu le dis, d'être, moi je dis, j'ai d'ailleurs fait un épisode et j'en rappelle souvent aux gens, les deux oiseaux sur la branche, ne serait-ce que ça, le fait d'être témoin. Et c'est vrai que de savoir s'observer et se voir agir, se voir penser, se voir ressentir et se voir réagir à certaines situations, ben voilà, une fois que tu l'as vu, au moins tu sais ce qui a changé ou ce que tu veux garder. Et ça, c'est déjà le premier pas qui est pas donné à tout le monde parce que plein de gens ne se voient pas et faire. exactement. Et du coup, tu l'as bien souligné tout à l'heure et c'est important effectivement d'en parler. Mm. Ouais, bah, je pense que c'est même fondamental parce que sans ça, on ne peut rien faire. Parce que déjà, on n'a pas conscience de on est dans ce qu'on appelle Maya, hein, c'est le voile de l'illusion. Tu as dû entendre aussi ce mot-là, hein, le voile de l'illusion ou le voile de l'ego, c'est pareil. On est dans un voile qui nous aveugle complètement. Donc, on ne se rend même pas compte qu'on est le fruit de, ou plutôt enfin, je sais pas comment, là, qu'on est le fruit de ces conditionnements. Tu dis ça à des gens qui n'ont pas conscience de tout ça, ils te disent, mais attends, ça va pas, non, je sais ce que je fais, je prends mes choix, j'ai mon libre arbitre, hein, comme on disait l'autre jour. Eh ben non, non, pour moi, le libre arbitre, c'est pas ça du tout. Ça, c'est un autre sujet, mais l'état de témoin déjà développer, déjà, comment dire, la première étape, acceptation, acceptation de cette situation. Et ensuite, le gros travail, c'est développer, cultiver l'état de témoin. Parce que sans ça, on ne pourra pas traverser les tsunamis que ça entraîne, ce travail. Parce que ce travail nous remet face à nous-mêmes, face à des fonctionnements qui sont parfois abominables. Et on se voit abominable. Et si on n'est pas témoin de ça, on se laisse emporter aussi dans le truc et on est dévasté. Donc, c'est important. Le fait d'être témoin, ça nous permettra d'être moins affecté par ce qu'on voit et d'être détaché. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est ça que n'aime pas l'ego. Donc, forcément, l'ego, il résiste à tout ça. L'ego, lui, c'est l'attachement. Lui, il veut tout garder. Donc évidemment, ce travail, il est douloureux parce que il va pas dans le sens de l'ego. On brosse pas l'ego dans le sens du poil. Il va dans le sens de l'éclosion de l'âme. Et pendant toute une première partie, l'ego, il n'est pas content du tout. Alors, il nous met des bâtons dans les roues tout le temps. Si le jour de la séance avec le prof ou avec le psy ou avec les gens, eh bien, il va trouver toutes les excuses possibles pour arrêter, pour pas y aller, pour ah ben non, je suis malade, non, j'ai pas le temps, non, ceci. Donc, il faut arriver à déceler les résistances. Il faut arriver à déceler ce qui est véritablement les résistances de l'ego pour les surmonter, pour aller, pour dire non, j'y vais, j'y vais. Je suis plus forte que l'ego. Et c'est l'âme qui est là, qui nous pousse vers ça. Parce au final, cette reprogrammation, tu vois, j'ai écrit une petite note, là, je suis en train de relire. En fait, on a plusieurs étapes. Dans la première étape, enfin, la toute première, c'est l'étape bébé. L'étape quand on est bébé. Quand on est bébé, on est vraiment identifié à l'âme. On est connecté à notre âme, hein. On a la fontanelle ouverte, la pinéale qui pulse. On est une âme incarnée. Et donc, ok, on pulse, on vibre, on est boum, boum, boum. Et puis, l'éducation arrive. On construit notre ego et c'est normal, hein, il faut survivre dans la société et puis il y a des codes à connaître, il y a des repères à savoir, il y a tout un tas de choses et puis on a nos karmas à vivre et donc l'ego se construit et il va se construire avec donc un conditionnement,
acquis d'avant ou fabriqués sur place. Et tout ça, c'est de la réaction. De la réaction aux choses. De la réaction, de la réaction, de la réaction. Et quand on prend conscience de tout ça et qu'on en a marre et que surtout l'âme s'éveille et te dit, oh, tu m'as oublié là, je suis là. Là, il n'y a plus que l'ego qui gouverne là, mais moi je suis là aussi. Au secours, réveille-toi. Donc là, on se réveille et on se dit, oh là là, mais j'ai vécu tout ça comme ça en réaction, mais je ne suis pas tout ça, etc. Bref, on fait tout ce travail. On se déprogramme pour se reprogrammer d'une façon plus appropriée. Et là, on passe de réaction à action. On n'est plus en réactivité, on est en action choisie. On commence déjà Voilà. à avoir Oui, un choix conscient. oui. Moi, je parle d'action inspirée même, tu vois. Voilà, Oui, exactement. oui, Inspirer, c'est encore mieux comme mot, exactement. Et à mon avis, il y a encore une autre étape, parce que là, finalement, dans cette programmation sous forme d'action, même si elle est inspirée, finalement, ça reste une programmation. Hein, tu m'as dit l'autre jour, oui, bah finalement, on est encore dans les programmations. Et l'étape suivante, à mon avis, c'est quand l'ego a été tellement bien rééduqué et il se rend compte que finalement, bah, c'est pas mal d'être comme ça. C'est même carrément mieux que d'être comme j'étais avant, empêtré dans la violence, empêtré dans un tas de trucs malsains, etc., etc. Qu'est-ce que c'est cool d'être là où on en est maintenant. Et finalement, il n'a rien perdu au change, en fait. Et mieux que ça, en fait, là, l'ego, il est à égalité avec l'âme. Et l'âme et l'ego, ils sont tous les deux ensemble, ils sont main dans la main. Et là, c'est la création qui arrive. Et moi, j'aime bien cette échelle. Réaction, action, créaction, pardon, création. Finalement, c'est les mêmes lettres. Tu as une lettre qui change à chaque oui. fois. Et c'est assez rigolo. Non, c'est une belle, un bon point pour que les auditrices retiennent la progression, en Je te tout cas. rappelle. Ouais, 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 ouais. Parce c'est que là, il n'y a chouette. même plus de programmation. L'âme, Voilà. elle inspire, comme tu dis, et Hmm. l'ego, il suit, en fait. Il Ouais. suit parce que tout est bien, tout est OK. Il a compris que, en fait, l'âme, elle est pas bête, hein. Oui, puis, Et en fait, du bien aussi, quoi. C'est ouais, ça, c'est ça. Ouais. ouais, ouais. Enfin, voilà. Bon, troisième révolution, si on peut dire, ou Troisième évolution, révolution, je sais pas. je sais pas très bien. S'il y en a une, hein, sinon tu... Il y en a une, je sais pas, tu vois. Non, je crois que là, ça ferait beaucoup. Ça serait pas très clair. Il y a eu l'histoire de la ferme Younous Emre, mais c'est pas vraiment clair, net. Ben, écoute, comme Ça se ça, rapproche plus des karmas plutôt. Ça se rapproche ok. plus des karmas. Je sais pas exactement, ouais. Bon, on peut s'arrêter à deux, c'est très bien. Tu les as bien déployés, on a eu de l'amour et tout, tout, tout. Et déjà, Donc, ouais, ouais, ouais. c'est chouette. Si tu peux, donc je te remercie infiniment pour ce partage, ce dévoilement Bah, aussi, écoute, quelque merci à part, toi, hein. avec joie. Et l'idée, bah, c'est de savoir où mes auditrices et auditeurs, parce qu'il y a quand même autant d'hommes que de femmes, même si je parle plus précisément à des femmes, mais j'ai des messieurs. Donc, pour ces messieurs, dames, ou ces mesdames, messieurs, ça, c'est difficile à dire dans l'autre sens. On te retrouve où? Donc, ton livre, tu peux nous expliquer, enfin, nous donner Oui. le titre, Ah, l'éditeur, bah, le attends. montrer. J'en ai un quand même là, voilà. Oups, voilà. Est-ce qu'il est dans le bon sens, hein? C'est Ouais, pas sûr, ça. on On le lit voit dans le bien, bon sens? on lit correctement, D'accord. mais Donc, tu peux nous le dire aussi. voilà, le yoga m'a sauvé la quête existentielle d'une pilote de ligne, hein. Je pense qu'on a compris un peu que finalement, c'est bien ça. Le titre est assez expressif. L'édition, c'est Mama Édition. Et le livre, et ma foi, il est disponible de partout. En plus, Mama est maintenant distribué par Hachette. Donc, dans toutes les librairies, on peut le trouver. En ligne, on peut le trouver partout, etc. 460 pages d'aventures, d'expériences, autant en aviation qu'en Inde, auprès des maîtres. Et voilà, toutes ces choses-là, de transformation, de connaissance du yoga. Enfin, bien sûr, c'est axé sur le yoga, hein, mais
disons qu'il y a quand même toute une première partie où il s'agit simplement d'aviation quasiment. Donc, on voyage, on découvre des contrées exotiques hein, et puis des aventures pittoresques, tout un tas de choses. Et au fil du temps, bon, des questionnements, hein, comme vous avez pu le sentir. Et puis, on passe en Inde hein, parce qu'à un moment donné, je mets ma carrière de pilote en pause pour, dès que j'ai découvert le yoga, en fait, peu de temps après, je rencontre un maître spirituel et boum, je pars en Inde. Je laisse les avions de côté et je reste en gros 3 ans auprès des maîtres dans des ashrams à vivre des expériences extraordinaires, presque inénarrables, mais si, puisque je les raconte dans le livre, mais c'est vraiment des choses dont je me sens complètement privilégiée que je me sens privilégiée d'avoir vécu parce que c'est des choses qui n'existent pas en Occident, c'est juste impossible, hein. Déjà, des maîtres spirituels véritables, il y en a bien peu. Et quand on en rencontre un, quand on se rend compte en plus que ce maître-là, c'est le maître que je connaissais d'avant, avant, et que le choc est tellement astronomique hein, que c'est évident, c'est limpide, eh bien, ça bouscule tout, ça balaye tout ce que je pouvais connaître avant. Moi qui étais quand même à cette époque, j'avais 40 ans, même pas, pilote de ligne, rationnel, même si j'avais un côté qui aspirait à des choses métaphysiques, mais quand même, moi, les maîtres spirituels, fallait pas trop m'en parler, quoi. Eh ben, si, justement. Et quand j'ai rencontré le mien, eh ben, ça a été tout de suite, la reconnaissance, en fait. La reconnaissance, une reconnexion extrêmement puissante. Et donc, voilà. Et donc, je raconte tout ça dans ce livre, hein. Et au dire des lecteurs, il se lit comme, ils appellent ça un page turner en anglais. Eh On oui, tourne les pages parce que blablabla, ah, et qu'est-ce qui se passe? Ah, tu peux pas t'en détacher. Oui. c'est ça, c'est Mm, ce que les mm. lecteurs Non, mais disent. ton style est très agréable, c'est certain. Oui. Ah bah oui, tu en as lu quelques petits Moi, bouts, j'ai ouais. lu, pour tout vous dire, chères auditrices, je n'ai lu que des extraits, mais je lirai Mhm. l'entièreté. Là, on a Ah un bah peu, oui. voilà, on a un peu précis. Ah, J'ai pris un petit peu rendez-vous avec Isabelle de façon assez cavalière, on va dire. Donc, on n'a pas eu ça c'est bien, un parti comme ça. pour bûcher, mais en même temps, voilà, dans l'interview, j'avais vraiment envie que tu te livres sans que je t'oriente trop, et du coup, c'était très bien que je sois pas imprégnée du livre comme ça. C'était juste Isabelle, ce C'est qu'elle me dit, vrai. Ouais, comment ouais, je l'aime et comment je la reçois, et comme ça, il n'y avait pas de ouais. nuisance, enfin, si on peut dire nuisance, mais pas un bruit de fond où j'aurais pu repenser au livre, où ma tête était pleinement à l'entretien, et c'est pas plus mal. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est bien. C'est Et vrai. sinon, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as un Instagram ou quelque chose? Oui. Oui, oui, donc Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Et on me trouve sous Isabelle Bacquenois, auteure, avec des variantes. Par exemple, TikTok, c'est Isabelle Bacquenois, haute, parce qu'il n'y a plus de place. Et Ouais. puis, Instagram, Isabelle Bacquenois, auteur, yoga, ou un truc comme ça. Mais Tu mettras les bon, liens, on mettra les liens dans la description de et l'épisode, ben comme ça, voilà. ce sera plus Ouais, simple pour ouais. Il y te a un site retrouver. aussi. Voilà, en général, de toute façon, quand on tape Isabelle Bacquenois, auteur, on a tout un tas de liens qui Oui. sortent, donc des sites et tout ça. Ouais, c'est facile, hein, oui. Je me suis ouverte au monde, hein. Qui l'aurait cru? Ça aussi, c'est assez fascinant. C'est quelque chose, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je vais écrire un livre, je vais faire des interviews, des conférences, ça va pas, non. Oui, oui, c'est ce que je te disais l'autre jour. On Mm. a l'impression à nos âges, entre guillemets, qu'on a fait 1000 vies dans cette vie-là, et C'est même ça, des choses, c'est c'est vrai, ça. moi, quand je repense, j'en parlais à la coiffeuse ce matin, et je dis, mais quand je me replonge, quand j'avais 25 ans, que j'étais à l'INRA en train de faire mon doctorat, heureusement que j'ai des gens encore qui sont toujours près de moi. Et sinon, je pourrais croire que c'était même pas Ça réel n'a dans cette pas vie-là, quoi. existé, Tellement exact. Ouais, et quand tu disais, bah,
par rapport au pilotage et tout. Enfin, je fais comme ça, hein, c'est pas comme ça qu'on pilote un avion, mais C'est comme ça. et du coup, quand tu disais, bah, c'était une libération et tout, et j'ai pensé, c'est le chapitre, il est clos, et du coup, tu rouvres un C'est nouveau ça. chapitre. Et moi, j'ai C'est cette ça. facilité à clore des chapitres, tellement à les clore que après, j'ai des fois comme des doutes, est-ce que ça existait dans Est-ce ma que vie, ça est? quoi. Ouais. C'est Ouais, fou, ouais. hein. Donc, je Ouais, comprends ouais. quand tu disais, j'ai le pilotage ne m'a plus jamais manqué, enfin, j'y ai même plus C'est ça. repensé, que l'histoire, elle est Ouais. finie. Mm. Elle est finie. Elle est finie et ça ne manque plus. Ouais, mais pour moi, tu vois, ça, c'est vraiment des karmas. On est là aussi pour vivre les karmas qu'on n'a pas terminé de vivre, enfin, qu'on a amenés dans cette incarnation. Et tant qu'ils ne sont pas terminés, eh bien, on vit les trucs, on vit des expériences à répétition pour les épuiser. Et quand c'est épuisé, terminé, on passe à autre chose. Ouais. Est-ce qu'on se sert de ça comme conclusion de l'épisode ou est-ce que tu as envie de Ouais, rajouter quelque chose? ben non, hein, je pense que la vie est belle, hein. C'est vrai. Non, je sais pas trop quoi rajouter, si ce n'est que je pense que la transformation de soi, c'est un voyage fascinant et que c'est important de le faire, je pense, autant pour nous et j'ai envie de dire même plus pour les autres, plus pour les autres, nos proches. Et peut-être si on a des enfants, a fortiori si on a des enfants, c'est d'autant plus important parce que les transformations qu'on se fait sur nous-mêmes, enfin qu'on opère sur nous-mêmes, vont libérer nos enfants d'un poids qu'ils auraient sinon hérité, dont ils auraient sinon hérité. Mm. Et en plus, les transformations qu'on fait sur nous-mêmes vont aussi rejaillir aux générations précédentes, hein. Ça, j'ai découvert ça Mm. il n'y a pas Mm. si longtemps que ça. C'est hallucinant, hein. Les niveaux subtils en fait de communication transgénérationnelle. Je pense que dans la psychologie transgénérationnelle, ils parlent un petit peu comme ça, mais en tout cas, ça fait partie du karma, tout ça. Ça fait partie de la loi du karma, les choses qui se répètent et qui se répercutent d'une génération à l'autre. Et quand une personne arrive à prendre conscience de ça, travailler de façon à dénouer ces nœuds, à changer les programmations, les fonctionnements et à dire, OK, là, stop, on change, on passe à quelque chose de créatif, et ben terminé. On a libéré toute une chaîne de, de, toute une Oui, lignée, toute une disons, lignée finalement, ouais, c'est ça. une Merci lignée. infiniment, Isabelle. Franchement, avec Merci à joie. toi, Elisabeth, hein, vraiment, c'est très, très, très sympa. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.